Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer, où on va revenir sur certains points qui me semblent très importants de façon à ce que tu puisses négocier et connaître des pistes qui vont te permettre de pouvoir sortir les meilleurs immeubles, les meilleurs appartements, les meilleurs locaux, les meilleurs entrepôts, les meilleurs terrains, bref, tout ce qui concerne l'immobilier au meilleur prix, car je le dis toujours, là où on gagne de l'argent dans l'immobilier, c'est au moment où on achète. Même si on fait beaucoup de cash, même s'il y a beaucoup de marge, même s'il y a beaucoup de loyer, le moment où on gagne de l'argent, c'est au moment où l'on achète. Allez, si tu n'es pas déjà abonné à cette vidéo, j'ai envie de te dire qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tu n'es pas abonné à la chaîne? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Envoie-moi un message privé, on en parle tranquillement. Donc je t'invite, si ce n'est pas fait, à t'abonner tout de suite de façon à pouvoir suivre la chaîne, activer la notification de la cloche de façon à pouvoir recevoir toutes les vidéos que je poste, environ 1 à 2 vidéos par semaine dédiées à l'immobilier qui vont te permettre de pouvoir avancer de façon très rapide et ainsi pouvoir te constituer un patrimoine immobilier. Allez, je vais te donner 7 clés qui vont te permettre de pouvoir négocier, on l'a dit, dans l'immobilier. La première des clés, ça va être de se poser la question à savoir pourquoi le vendeur vend. Dans tous les biens que je visite, dans toutes les visites que j'organise ou sur lesquelles je suis convié, j'ai toujours besoin de savoir pourquoi mon interlocuteur a décidé de vendre son bien. Bah ouais, mais c'est une question qui est tellement bateau, qui est tellement banale qu'on oublie à la poser. Pourquoi le vendeur il vend? Parce que si c'était un projet qui était si rentable que ça, si c'était la poule aux œufs d'or, pourquoi il s'en sépare? Parce qu'il est muté, parce qu'il n'a plus envie de le gérer, parce qu'il est trop vieux, parce que... ben ouais, mais si ça rapporte du fric, il n'y a aucune façon de le quitter. Est-ce que toi, si toi, demain, tu avais un immeuble qui te générait tous les mois 2000, 3000, 4000 euros parce qu'il est fini de payer, et tous les mois, tu as 2, 3, 4000 avant impôt qui rentrent, quel est l'intérêt pour toi que tu le vendes? Donc il va falloir savoir pourquoi le vendeur vend. Et ça va déjà nous donner une piste de façon à ce qu'on puisse commencer à attaquer notre vendeur. En gros, imagine que le vendeur vend parce qu'il a hérité ce bien de ses parents sont décédés, il a hérité et que l'immobilier pour lui c'est pas son kiff, voilà, c'est pas ce qu'il veut, il sait pas comment le gérer, il n'a pas envie de se retrouver avec ça, ou alors c'est tellement gros que au moment de l'héritage, il y a une partie en pourcentage qui va être redonnée aux impôts et qu'il n'a pas les moyens, du coup il est obligé de vendre le bien pour payer la cote par impôt. Bah ouais, quelquefois ça marche aussi comme ça, et du coup il s'en sépare. Est-ce que le vendeur vend parce qu'on était dans un achat en couple et le couple se sépare, les gens divorcent et là effectivement chacun veut retrouver sa part et auquel cas effectivement ils ont décidé de vendre? Ou est-ce qu'on est sur le cadre d'un investisseur qui a l'intention de faire un nouveau projet et qui voudrait se séparer de ce premier projet? Clairement, le fait de savoir pourquoi le vendeur vend va nous donner le ton. Quelquefois même tu te rends compte que tu poses la question et l'agent immobilier qui représente le propriétaire-vendeur ou le propriétaire-vendeur ne savent pas y répondre. Et déjà, il y a un blanc. Alors, ça va te donner une première piste. Alors, c'est pas parce qu'on aura une réponse qu'on va savoir comment attaquer. Mais en tout cas, il y a des pistes qu'on va pouvoir exclure. Car si le vendeur est un investisseur immobilier, clairement, il va normalement essayer de faire une plus-value sur sa vente. Ce sera plus compliqué de le négocier, mais il faudra, dans les arguments que je vais te donner tout de suite après, lui donner tous les arguments de façon à ce qu'il puisse prendre conscience que son bien n'est pas au prix. Donc la question de pourquoi le vendeur vend, elle est primordiale. À chaque fois que je commence mes premières visites, je commence par mesurer, je commence par demander le prix de la taxe foncière, le montant des loyers potentiels, la copie des baux, et je vais toujours poser cette question de savoir pourquoi le vendeur vend, ce qui va me donner déjà un premier indice sur ma façon à pouvoir négocier. J'entends d'ailleurs souvent, on me le dit, ouais Laurent, c'est n'importe quoi, dans la région où je suis, les biens ils sont trop chers. Bon. Je vous pose une question, est-ce que vous pensez vraiment, si demain vous étiez vendeur, que vous vous placeriez tout de suite en dessous du prix du marché? Le vendeur veut toujours vendre le plus possible. L'acheteur veut toujours acheter le moins possible. Cette fois-ci, on est dans une chaîne où on est plus du côté de l'acheteur. On veut acheter, on veut investir dans l'immobilier. Alors, on va faire en sorte de diminuer le prix. Quand un prix est proposé à un immeuble, on imagine 500 000 euros. Sur l'annonce, le prix affiché, 500 000. Ça veut dire qu'on n'ira jamais au-dessus des 500 000. C'est ce qu'il faut que vous mettiez dans la tête. Vous cassiez ce barrage psychologique et que vous ne soyez pas en train de vous dire 500 000, alors c'est 500 000. C'est marqué 400, alors c'est 400. C'est marqué 300, alors c'est 300. Si c'est marqué 500, dans votre tête, ça sera pas au-dessus de 500. Et du coup, si je suis bon,
le delta entre 0 et 500 va devoir gager de votre sérieux et de votre capacité à pouvoir négocier. Plus vous vous rapprochez du 0, plus vous arrivez dans le vert. Plus vous vous rapprochez du 500, si c'est 500 000, plus vous êtes dans le rouge. Plus vous êtes proche du 0, plus c'est vous qui faites une affaire. Plus vous êtes proche du 500, plus c'est lui qui fait l'affaire, le propriétaire vendeur. Donc attention, ayez toujours ça en l'esprit. Si demain vous êtes un vendeur, vous voudrez vendre le plus cher possible. Si demain vous êtes un acheteur, vous voulez acheter le moins cher possible. Depuis la nuit des temps, ça marche comme ça. Donc à vous de vous positionner avec les armes que vous avez. Un vendeur a des armes, un acheteur a des armes. Reste à savoir comment vous allez les sortir et comment vous allez les utiliser. C'est uniquement ça. La négociation, c'est très subtil. Il faut faire attention. Premier argument, pourquoi le vendeur vend. Deuxième argument, je vois toujours mon avantage. Quel est mon avantage à acheter au prix? Quel est l'avantage à acheter 10% moins cher? Quel est l'avantage à acheter avec des locataires? Quel est l'avantage à acheter avec des travaux? Je me contrefous de savoir que le vendeur a besoin d'argent. J'en ai rien à faire et je suis hyper poli. Regardez votre avantage à vous. Quand vous faites une affaire, il faut absolument que vous regardiez quel est votre avantage. Est-ce que le bien est à 300 000 € et que le client en face a besoin de 300 000 € pour se sortir dans la merde dans laquelle il est? C'est son problème. Moi, je vais acheter un bien avec un rapport. Si j'ai décidé que ce bien avec ce rapport était intéressant, voire très intéressant, à 240 000, alors je n'irai pas à 300 000. Je ne suis pas là pour rendre service à un propriétaire vendeur. S'il s'est mis dans la merde, il se sortira de la merde. Qui compte pas sur moi, je ne suis pas dans le social, je ne suis pas là pour aider, je suis là pour faire des affaires. Je regarde quel est mon intérêt. 1, pourquoi le vendeur vend? 2, quel est mon avantage? Alors souvent j'entends, ouais, attends Laurent, là je suis sur un immeuble 300 000, par contre, bon, j'ai proposé à 250, il serait peut-être ok à 280. C'est ok 280, mais non, si tu as dit 250, on va voir après, il y a d'autres choses à faire. Si tu as proposé 250, tu ne montes pas à 280. Entre 250 et 280, il y a 30 000. Si tu pensais faire 300 € de cash flow, 30 000, il va te falloir 10 ans pour les retrouver, les 30 000. 300 € de cash flow, sur un an, ça te fait 3 000, puisqu'on va mettre 2 mois de vacances locatives. Tu multiplies par 10 ans, tu te retrouves à 30 000. Donc il t'a fallu 10 ans pour récupérer. Alors t'imagines bien qu'au moment d'acheter, on va prendre le temps d'aller vite. Toujours, prenez le temps d'aller vite. Ce que vous allez gagner au moment d'acheter, ça va peut-être être compliqué, il va peut-être falloir négocier, mais c'est ce que vous n'aurez pas à gagner tous les mois. Un bien devient rentable dès lors il est bien acheté. Faites beaucoup de cash dans un bien que vous avez acheté de façon surcotée au départ et vous ne ferez pas d'affaires. Clairement, un bien qui vaut 200 000, qui fait 2 000 € de cash flow par mois, que vous achetez 350 000, il sera moins rentable que si vous faites moins de cash flow et que vous l'avez acheté beaucoup moins cher. Prenez du temps au moment où vous négociez. Vous devez voir en argument numéro 2 quel est votre avantage. C'est vous qui vous intéresse. Vous et vous. Est-ce que vous allez remettre des locataires? Est-ce que vous allez faire des travaux? Quel prix vous pouvez proposer? C'est vous qui êtes intéressant. On s'en fout de savoir si le propriétaire vendeur il divorce, il a besoin d'argent. On s'en fout de savoir si le propriétaire vendeur il a un fils qui est en études, il a besoin de ronds pour lui payer ses études de photographie. On s'en fout de savoir si il a fait 4 crédits à la consommation, il est Banque de France, il doit tout rembourser. On s'en fout de savoir si il a un autre bien qui s'est écroulé, qui n'était pas assuré, il doit payer l'autre bien ou il doit reloger les gens qui sont autour. C'est son problème. Il s'est mis dans son problème, il se sortira de son problème. Vous, vous êtes là pour faire des affaires. Donc clairement, en 2, quel est votre avantage? En argument numéro 3, pour négocier, dites-vous qu'un propriétaire vendeur, quand il vend, il attend 2 choses. 1, vendre le plus cher possible. 2, vendre le plus rapidement possible. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Si demain, vous avez un bien et qu'on vous dit « j'ai un client qui veut acheter vite et cher », vous allez tout de suite aller vers ce client. Donc comme nous, on ne veut pas acheter cher, il va falloir, en argument numéro 3, que l'on rassure notre propriétaire vendeur.
il faut absolument que vous mettiez en avant vos avantages. Quels sont vos avantages? Votre avantage, ça peut être un accord de principe de la banque. Imaginez que la banque avec laquelle vous vous entendez bien, vous ayez eu ce que j'appelle un sésame. Je l'explique dans la formation ImoCash. D'ailleurs, je vous mettrai juste en dessous tous les liens si vous voulez commencer la formation, si vous voulez apprendre à investir, si vous voulez apprendre de façon très détaillée, de façon minutieuse, toutes ces astuces qui vont vous permettre de pouvoir sortir des milliers et des milliers d'euros de négociation du départ. Sachez très bien que je vous ai mis les liens tout en bas dans la vidéo de façon à ce que vous puissiez vous aussi passer à l'action très vite. Clairement, vous devez rassurer le propriétaire vendeur. Donc, si vous avez un accord de principe auprès de la banque dans laquelle vous êtes, ça peut être un argument. Monsieur, votre bien est à 300 000, je vous en propose 240. Sachez que j'ai un accord de principe à 220 000. Il ne sera pas compliqué pour moi de trouver 20 000 euros supplémentaires, quitte à passer par un crédit à la consommation. Mais par contre, passer de 220 à 300 000, je ne sais pas le faire, monsieur. Mais par contre, si vous voulez vendre vite, j'ai aujourd'hui déjà un accord de principe. Je le rassure. Argument numéro 2, monsieur, j'ai déjà investi, j'ai déjà de l'immobilier, je sais comment ça se passe. Donc je ne suis pas en train de vous faire une proposition farfelue qui sort de Mars. Argument numéro 3, je sais dans votre bien, monsieur, que aujourd'hui, pour le rendre viable, parce que c'est un beau bien, mais ça reste du potentiel, pour qu'il soit loué au prix juste, j'ai des travaux à faire. J'ai ça en électricité, ça en plomberie, ça en carrelage, ça en maçonnerie, ça en charpente, ça en couverture. Vous allez tout lister de façon à ce que le propriétaire vendeur voit de quoi vous parliez. Ensuite, vous pouvez également le rassurer en disant que vous investissez dans le cadre d'une SCI, d'une société civile immobilière. À l'intérieur, vous avez mis des associés. Ça peut être votre femme, ça peut être votre maman, votre papa, votre frère, un associé lambda, de façon à lui faire comprendre que vous investissez sur non plus sur une, mais sur deux têtes, et que le risque est réparti, et que le dossier a de fortes chances d'aller au bout. Car il n'y a rien de plus difficile, il n'y a rien de plus inconcevable pour un propriétaire vendeur de mettre son bien en vente, d'accepter une proposition qui n'est pas au prix, du coup d'enlever le bien à la vente, de le bloquer pour vous, et qu'au bout de 3 mois ou 4 mois, vous lui dites j'ai pas eu mon offre de prêt, au revoir, ciao, je me dégage de la vente. Ce qui peut arriver. Donc clairement, en argument numéro 3, rassurez le propriétaire vendeur de façon à ce qu'il ait votre confiance, parce que si il a votre confiance, il sera à même de commencer à négocier avec vous. De tous les temps, vous ne pourrez pas négocier avec quelqu'un qui n'a pas cru en votre sérieux. Et comme on n'a pas de chance de faire une bonne première impression, je vous conseille d'y aller par étapes. Expliquez-lui que vous êtes quelqu'un de confiant, quelqu'un d'efficient, quelqu'un sur lequel il peut miser. Entre lui et vous, il n'y aura qu'une question de prix à négocier, mais c'est un professionnel. Vous êtes un professionnel et vous allez pouvoir démarrer une négociation. Donc en argument numéro 3, mettez en avant tous les points positifs, aussi petits que ça puisse paraître. C'est-à-dire que le fait de lui faire valider l'ensemble des points positifs vont inconsciemment lui faire comprendre que vous n'êtes pas quelqu'un de farfelu. En argument numéro 4, je vais réexpliquer au propriétaire vendeur quel est son bien. Alors là, tu vas me dire, non mais Laurent, à un moment donné, on t'a suivi, mais là on ne te suit plus. Tu es en train de dire qu'il faut qu'on explique ce que le propriétaire et vendeur, il vend. Oui, ouais, c'est exactement ça. De tout temps, dans tous les métiers. Dès lors où on a la tête dans le guidon, on se rend jamais compte de ce qu'il y a aux alentours. Tu es en couple avec ta nana, avec ton mec, tu as un problème, tu n'arrives pas à le décortiquer, tu as quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui va juger ça et qui va regarder ça, en gros, qui va dire mais le problème il est là, et il va mettre le point dessus. C'est exactement la même chose. Un propriétaire vendeur qui vend son bien ne voit que les côtés positifs. Il veut le vendre, il va voir que le bien il est déjà loué, il va voir que le bien a été en partie rénové, il va voir que le bien est bien placé, un bon emplacement, mais il va pas voir qu'il n'y a pas de local poubelle alors que les poubelles elles sont toujours dehors et que c'est dégueulasse, il va pas voir que le ravalement il n'a pas été fait depuis 15 piges et que le truc il est en train de partir en lambeaux, il va pas voir que le locataire il a des fois 1 mois, des fois 2 mois de retard de loyer, ce qui est chiant. Donc tout ça, il va falloir le rappeler au propriétaire vendeur. Un peu comme quand tu veux vendre une voiture ou quand tu veux acheter une voiture, le vendeur va arriver, va te trouver tous les points positifs. Il y a le GPS, la clim multidirectionnelle, les sièges en cuir, les sièges chauffants. Ouais.
Et toi, tu vas lui dire, il y a une raie sur le pare-choc avant, il y a pas d'attelage, il n'y a pas le GPS dernière génération qui se met avec le réseau autoroute, il y a un petit enfoncement sur l'aile arrière. Bref, tu vas lui dire quel est réellement son bien pour qu'il puisse se mettre en recul et dire ok, j'ai compris que je vendais un bien de qualité, mais que le bien que je vends de qualité a besoin d'être rénové si on veut l'exploiter dans sa pleine mesure. Dès lors où il aura compris cet argument, alors tu auras marqué des points et ça va te permettre de pouvoir derrière appliquer des décotes, derrière pouvoir baisser le prix de vente. Parce que le propriétaire vendeur a compris que son bien n'était pas au top de ce qu'il pensait, il a compris qu'il y avait des frais, et dès lors où on met quelque chose à vendre 100 000 en pensant qu'il n'y a pas de frais, et quand on comprend qu'il y a des frais, alors les 100 000, ils valent peut-être plus que 95 000 ou 90 000. Donc c'est très important de faire comprendre quel est le bien que le propriétaire vendeur vend. En argument numéro 5, on avance un petit peu, on avance dans la négo, on imagine que je fais une proposition financière. Alors, clairement, quand on fait une proposition d'achat, la proposition d'achat, si on a décidé, parce que le bien est à 200 000, que, et je te réexplique vite fait, mais tout est dans la formation ImoCash, c'est en bas, tu n'as plus qu'à aller voir, 70% des rentrées locatives doivent couvrir 100% des charges. Donc pour savoir quel est le montant que tu dois acheter, si tu as 1000 € de charge, tu fais 1000 divisé par 0,7 et ça va te donner le montant des loyers que tu peux espérer. Par rapport à ce montant des loyers, tu mets un montant, un pourcentage de rentabilité et tu vas avoir par exemple 9%, 10% par rapport à ton bien, par rapport à ce que tu souhaites tous les mois dégager en cash flow, et tu vas pouvoir comme ça avoir ton montant sur lequel tu ne peux pas aller au-delà. C'est-à-dire que si on est à 200 000, tu ne vas pas décider de faire une offre à 180 000 parce que tu sens que c'est beau 180, c'est pas mal. Non, moi quand je propose une offre, quelquefois pour un projet à 200 000, je suis à 183 600. Parce que j'ai calculé qu'il ne fallait pas que je sois au-dessus de 190 et du coup je vais me laisser une marge de négociation et je vais attaquer en dessous. Mais c'est un prix qui est réfléchi, qui est calculé, c'est pas un truc que je sors du chapeau. C'est-à-dire que si le propriétaire vendeur me dit pourquoi vous me proposez 183 600, je vais lui dire 70% de mes charges doivent couvrir 70% de mes rentrées locatives doivent couvrir 100% de mes charges, auquel cas avec une rentabilité de 10%, monsieur, votre bien ne vaut pas plus de 183 000. C'est tout, ça se passe comme ça. Et on va pouvoir lui expliquer pourquoi. Donc je propose toujours en offre d'achat une offre plus basse. Je te vois venir. Tu vas me dire, ok Laurent, ça marche, c'est super, mais moi j'habite à Toulouse, j'habite à Montpellier, j'habite à Paris, j'habite à Lille, et c'est mon premier investissement immobilier. Et moi, si je propose pas au prix d'achat, clairement, je me fais détruire et je n'ai pas l'affaire parce que tout se vend en prix. Ouais, ok, mais c'est juste que dans ces cas-là, tu as cherché au mauvais endroit. Parce que si tu veux faire un premier achat immobilier et que tu n'as que 200 000 € à investir, va pas dans une grande métropole, tu n'as pas les moyens. C'est bête à dire, mais à Paris, à Lyon, à Marseille, à Lille, à Toulouse, il y a plus de demandes que d'offres. Donc le marché, il flambe, donc tu n'as pas les moyens d'investir dans ce genre de marché. Donc sors dans une ville, ce qu'on appelle une ville de seconde zone, dynamique, en pleine expansion, recule, fais avec un compas un cercle de 15 km autour de cette ville et va chercher des villes où tu as un dynamisme. Des villes qui... Amazon arrive, boum, 300 emplois, il faut les loger les personnes. Bon là c'est intéressant, là tu mises sur le futur. Tu es exactement au même moment que le mec a acheté à Toulouse il y a 40 ans. Là ça vaut le coup. Donc suis la stratégie de façon draconienne. Tu sais l'immobilier c'est pas compliqué, dès lors où tu le fais bien. C'est comme le code de la route, tu valides feu vert, feu vert, feu vert, feu vert, tu n'auras aucun problème. Si tu veux essayer de passer au feu rouge dans l'immobilier, c'est le carton. Terminé, tu perds du fric, tu es obligé de vendre ou alors tu es coincé, tu peux plus continuer à investir. C'est aussi bête et méchant que ça. Donc, argument numéro 5, je propose très bas, offre financière très basse, de façon à pouvoir engager la discussion. Suite à ça, je vais avoir du coup une réaction du propriétaire vendeur. Est-ce qu'il me dit non négatif ? Non négatif. J'ai proposé plus bas que le prix que je pouvais mettre. Le mec il m'a dit non négatif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà. Je sors, c'est-à-dire que le mec il veut pas négocier. Il était à 200 000, j'ai proposé 130 pour arriver à 140. Le mec 200 il veut pas, donc c'est que c'est même pas la peine de négocier. J'arriverai jamais à le chercher. C'est que le bien n'était pas fait pour moi. Il faut aussi comprendre que dans l'immobilier c'est le marché qui décide. C'est pas toi. C'est pas parce que tu as décidé un jour de faire de la coloc que tu te dis bon bah tiens je vais chercher la coloc. C'est le marché qui décide. C'est comme la bourse. Le marché décide de ce que tu achètes. C'est tout. Il y a une bonne affaire à faire.
pour un immeuble, eh ben, tu te positionnes sur l'immeuble. Il y a une bonne affaire à faire pour faire de la location courte durée, tu te positionnes sur la location courte durée. Après, tu veux pas, mais c'est le marché qui décide. Deuxième proposition, il nous a pas dit non, il nous a dit oui, mais il a contre-proposé. On était à 200, on a proposé 130, il dit moi je descends pas en dessous de 160 000, monsieur. En dessous de 160, je veux pas. Là, ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à utiliser l'argument numéro 6 où on va expliquer au mec qu'on veut faire une contre-visite. On a proposé à 130, on était à 200, il nous dit 160. Il est ouvert au dialogue. Il a compris sur notre première proposition financière pourquoi son bien n'était pas au prix et pourquoi c'était du potentiel qu'on allait acheter. Donc clairement, on va faire une contre-visite. Sur cette contre-visite, on va chercher des nouveaux arguments. Généralement, on trouve les arguments d'une décote des travaux. C'est-à-dire qu'on va chiffrer les travaux des parties communes. On va chiffrer la peinture, les radiateurs, le manque d'isolation, le fait qu'il n'y a pas de place de parking, que les greniers soient déjà aménagés, qu'il n'y a plus de potentiel. Et on va continuer comme ça à trouver des arguments de façon à continuer à appliquer une décote. Et suite à cette contre-visite, on va passer de 130 à 135 000. Et on va lui dire, voilà, moi je veux bien faire un effort, je ne suis pas un marchand de tapis, je fais un pas vers vous, j'attends que vous fassiez un pas vers moi. L'idée c'est que je sois à 135 000, monsieur, parce que, et là on met les nouvelles décotes dans l'offre d'achat. Ce qui va nous permettre de pouvoir encore avancer. Et on va voir la réaction en face. Le propriétaire vendeur, il peut dire non, stop, moi c'est 160, niet, auquel cas ça vous intéresse plus, vous sortez du jeu, ou alors il vous dit écoutez, moi je suis prêt à faire un dernier effort à 150 000, mais j'irai pas au-delà parce que vous m'avez prouvé qu'il y avait des nouvelles décotes. À 150 000, étudiez votre projet, est-ce que c'est viable, est-ce que c'est pas viable, vous êtes quand même passé de 200 à 150, une très belle négociation, mais ça peut ne pas s'arrêter et vous pouvez aller encore plus loin. Argument numéro 7, donc je vais confirmer mon prix à 135 de façon à dire moi je ne vais pas au-delà, c'est 135, c'est à prendre ou à laisser. Et là vous redonnez tous vos arguments. C'est-à-dire que vous allez expliquer à votre propriétaire vendeur que vous avez un dossier qui est costaud, qui est solide, qu'à 135 on est sûr d'aller au bout. Il vaut mieux être sûr d'aller au bout à 135 que de ne pas être sûr d'y aller à 150. On teste. En gros, c'est comme si vous deviez déposer un permis de construire, vous arrivez en mairie et la mairie elle vous dit alors soit je propose, mais je pense que les bâtiments de France ils vont dire non, ou alors vous me le reprenez, vous corrigez et je vous le repropose. Parce que si on a un refus, il faudra refaire des plans. En il faut savoir réfléchir. Et il faut vraiment que vous expliquiez au propriétaire vendeur pourquoi il a tout intérêt à encore baisser le prix de façon à ce que vous puissiez faire affaire avec lui et que ça aille jusqu'au bout. S'il vous dit oui, du coup, au lieu de 150 à 135, à 135 vous êtes passé de 200 à 135, vous avez fait une négociation de 65 000 euros. Si tu n'as pas l'habitude de me suivre, si c'est la première fois que tu me regardes, sache que le dernier bien que j'ai acheté, je suis passé de 263 500 euros frais d'agence inclus à 204 000 euros frais d'agence inclus avec une offre d'achat qui faisait 2 pages sur laquelle j'expliquais au propriétaire vendeur que son bien n'était pas au prix, mais que par contre s'il voulait absolument aller jusqu'au bout, à 204 il avait un acheteur qui était sérieux. Et la preuve, au moment où je te parle, on a eu les offres de prêt. Donc on est suivi par la banque et on attend notre retour du permis, ce qui veut dire que c'est une affaire qui va aller au bout et le propriétaire vendeur aura effectivement baissé mais aura fait une affaire. Il vaut mieux quelquefois qu'il comprenne que s'il baisse maintenant, il fait une affaire dans 6 mois il a son argent, plutôt qu'il attende et que dans 2 ans il baisse et que finalement il vende au prix qu'on avait proposé 2 ans auparavant. Hein, parce que pendant 2 ans il aura pu faire jouer son argent et je peux te dire que si tu touches 300, 400 ou 500 000 et que tu les mets sur un compte et que tu te démerdes bien, au bout de 2 ans tu as récupéré tes 30 ou tes 40 000 si tu es un bon investisseur. Donc clairement tout ça, fais-le comprendre, explique-le, mets-le en avant. Mets les éléments et n'oublie pas que tout le cash se fait au moment où on souhaite acheter et pas au moment où on va négocier 100 euros de cash flow, 150, 200. Le cash flow tous les mois, pour moi, c'est du bonus. Quand j'ai commencé à investir en 2001, il n'y avait pas de cash flow. Les taux d'intérêt ils étaient tellement hauts que quand on faisait une opération blanche, on était contente. Même limite, les banques nous suivaient quand on disait qu'on avait un effort d'épargne à faire seulement de 50 euros par mois. Je vous achète un appartement pour 50 euros de plus par mois, le locataire va vous payer 90% de l'appart, le reste c'est pour vous. Voilà. Et on était contents, on était ravis et on se faisait un patrimoine comme ça. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont tellement bas, la banque donne l'argent, on a la possibilité d'investir sur 25 ans. À l'époque, c'était que du 15 ans, voire du 20 ans. Aujourd'hui, 25. Donc, tu investis sur plus longtemps avec des taux qui sont plus bas, donc forcément tu fais du cash. Donc clairement, prends le temps d'aller vite, ne passe pas à côté de l'affaire, prends le temps de la négocier, utilise les bons arguments. C'était des pistes, ce que je viens de te donner. Si tu veux en savoir plus, si tu veux aller plus loin, il y a une formation qui s'appelle ImoCash. Tu as le lien juste en dessous, tu cliques
tu t'offres ImoCash, tu rentres dans la team et on va pouvoir rentrer enfin dans le vif du sujet ensemble. J'espère que tu as kiffé. Si tu as kiffé cette vidéo, si tu as kiffé ce petit teaser qui te donne envie d'aller plus loin dans la négociation, parce que c'est tellement un domaine qui est passionnant, la négociation, laisse-moi un petit j'aime, laisse-moi un petit pouce en haut, ça va me permettre de pouvoir mesurer et de voir si tu as kiffé, si tu veux ce genre de vidéo ou si au contraire c'est pas du tout ton truc. Si tu veux aller plus loin et que tu as des questions, n'hésite pas à me poser tes questions dans la description. Si tu as aimé, mets-moi un petit commentaire, juste voilà, j'ai kiffé la vidéo, merci pour les infos. J'ai aimé l'argument numéro 1, numéro 2, ah ouais j'avais pas pensé à ça, c'est pas con, voilà, n'hésite pas, hein, même une critique constructive j'entends. Si tu me dis que j'aime pas la couleur de ta chemise, je te réponds même pas, tu vois. Mais par contre, s'il y a une critique du genre, moi je pense qu'il faudra aller plus dans le détail ici, là je pense que c'est trop poussé, même dis-moi si dans ta tête tu penses que 60 000 € de négociation financière c'est trop, tu vois. J'ai des gens qui font partie de la formation ImoCash, des participants, et qui me disent oh, je peux quand même pas attaquer Laurent à 60 000 € de moins, le mec il va me virer. Alors là c'est pas un problème d'immobilier, c'est pas un problème de négociation, c'est un problème dans ta tête. C'est que dans ta tête pour toi c'est pas possible. C'est que t'as pas validé le fait que tu pouvais gagner 60 000, tu vois. Moi je peux te dire que dans ma tête c'est facile, hein. C'est 500 000, s'il faut proposer à 20 000 c'est 20 000. Le dernier que j'ai vu, 255 000 il me dit. Je fais à 80 000 je négocie. Il dit non mais attendez monsieur, sortez, je suis sorti. Je viens de découvrir que son offre elle est à 159 000 € dans le Bon Coin, au bout d'une semaine. Il est passé de 255 à 159 le mec. T'imagines si j'avais été complètement con, tu vois, et j'avais dit oui à 255 alors que le truc il en vaut même pas, je te dis il en vaut même pas 80 000. À 80 000 je fais une superbe affaire, tu vois. C'est un truc qui vaut peut-être 120, 130 000, tu vois. 255 000 le mec. Il te le met à 255 000, il te regarde dans les yeux le mec. T'imagines? Faut pas se faire avoir. Donc prends le temps d'aller vite. Si tu as énormément de questions, n'hésite pas. Et si tu veux passer à l'action, rejoins tout de suite l'équipe ImoCash. Allez, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.